Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous emmenons au sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, morceau de Catalogne perdu entre mer et montagne. Ce voyage nous fera découvrir la côte rocheuse, où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée, et en particulier Collioure, merveille du littoral. À seulement quelques kilomètres de là, nous partirons à l'attaque du sommet mythique de la région, le mont Canigou. Et dans les vallées voisines, nous visiterons les sites militaires et les villes fortifiées cachées au creux des montagnes, comme Villefranche de Conflans ou Prats de Moyo-la-Preste, témoins de l'histoire mouvementée des Pyrénées-Orientales. Autant de découvertes que nous ferons partager des personnages hauts en couleur, fiers de leur identité catalane, pêcheurs, musiciens, artisans, tous amoureux fous de leur pays, de sa nature majestueuse et de ses traditions. À l'extrême sud de la France, nous commençons notre voyage par Collioure, un petit village bourré de charme, caché au fond d'une crique, là où Pyrénées et Méditerranée se rejoignent. Son panorama inoubliable et son ensoleillement exceptionnel lui valurent d'être choisi comme résidence d'été par les plus grands rois, depuis les ducs de Majorque jusqu'aux Bourbons. Plus tard, les peintres les plus illustres du fauvisme jetèrent leur dévolu sur ce port catalan pour laisser libre cours à leur imagination colorée. C'est Jean-Paul qui sera notre guide pour découvrir Collioure. Cet enfant du pays nous a donné rendez-vous dans ses vignes, sur les hauteurs du village. Je suis né dans ce petit port catalan qu'est Collioure, il y a 60 ans. Je ne l'ai jamais quitté. Tour à tour pêcheur, limonadier et même conducteur du petit train touristique, ici Jean-Paul a exercé tous les métiers possibles et connaît son village comme personne. On est vraiment un lieu privilégié. Il n'y a qu'à regarder Collioure, on voit la mer. Notre Grande Bleue, on se tourne, on voit la montagne, avec ses sommets, ses tours. C'est un rêve. C'est un deuxième paradis. Peut-être même le premier. Il y a bien sûr 1000 façons de visiter Collioure. Pour vous, Jean-Paul a choisi la plus originale. C'est Anne Carrère, son amie, qui en a eu l'idée. Bonjour Jean-Paul. Alors Anne, comment ça va? Alors, tu es Bien. prête pour leur faire visiter ce Collioure des Peintres? Tout à fait, la lumière est exceptionnelle aujourd'hui. Je pense qu'on a un temps fabuleux pour partir à la découverte de Matisse et de Rhin. Bien, ben nous te suivons. Hein? Allons-y, allons-y. Matisse et Derain figurent parmi les peintres les plus emblématiques du fauvisme, nés ici en 1905. Pour eux, Collioure était un tableau grandeur nature. Et grâce à Anne, vous allez voir que c'est toujours aussi vrai. Plusieurs reproductions de toiles renommées ont été disposées un peu partout dans le village. Ce sont elles qui serviront de fil rouge à notre visite. Matisse dit à Collioure, je regarde le paysage, je m'emplis de cette sensation, je ferme les yeux, je retranscris mon émotion. Alors Matisse arrive à Collioure à la mi-mai 1905.
Il part début septembre, de Reims arrive fin juin, début juillet, il part fin août. Tu vois, quelques semaines seulement, et en quelques semaines, on a à peu près 100 œuvres pour chacun. C'est Fantastique. phénoménal, fantastique. Oui. Alors du coup, on a créé un chemin du fauvisme à Collioure. Mais tout à fait, 19 reproductions sur les murs. Mais tiens, justement, un de ces fameux tableaux, Oui, c'est une toile d'André, une huile sur toile d'André de Reims. Et on voit justement, on retrouve les maisons, les toits de ces maisons. Intitulée Collioure, le village et la mer, cette toile est l'une des premières du fauvisme. Elle fut directement inspirée par cette petite rue et son enfilade de maisons qui domine la Méditerranée. On a un rapport de ton complémentaire, tu vois, jaune, orangé, bleu, vert, mettant en avant le contraste et irradiant les tonalités aussi dans le tableau. on sent que c'est bien ensoleillé, hein, on sent que... C'est exactement, Jean-Paul, c'est l'ensoleillement en fait qui prime, les tons sont montés et la couleur est là pour nous parler et pour nous donner un ressenti. Ces ruelles multicolores sont un peu la Madeleine de Proust de Jean-Paul. Toutes ces petites ruelles de Collioure, c'est toute mon enfance, c'est des souvenirs. On courait, on jouait à cache-cache dedans, on connaissait les moindres recoins. Elles n'ont pas changé, elles n'ont pas changé. Les mêmes parfums, les mêmes couleurs, ça fait partie de l'âme de ce village, quoi, qui est magnifique. Plumbago, Bougainvilliers, c'est sublime. Puis on sent un parfum fantastique. Hein. Un coin de paradis. Un petit coin de paradis, Un petit coin de paradis. En marchant ainsi dans les pas des peintres, vous longerez bientôt le port et le château avant de déboucher sur la petite place qui surplombe la splendide plage de Collioure. Le tableau le plus fauve pour toi? Alors pour moi, la toile la plus fauve de l'été 1905, c'est la plage rouge. On l'a juste là sous les yeux. C'est celui-ci, hein? Oui. Notamment parce qu'on voit ce rapport de couleurs tout à fait inhabituel pour l'été 1905 qu'emploie Matisse, ce rouge et ce rose côte à côte. Et ça, c'est fabuleux, c'est vraiment fauve. C'est extraordinaire. On y est là, on y est, oui. Autre source d'inspiration pour tous les artistes qui posent leur chevalet à Collioure, le clocher de Notre-Dame-des-Anges. Symbole du village, il est le seul au monde à être entouré d'eau sur 3 côtés. En face de l'église se trouve l'imposant château royal, dont les énormes remparts assuraient autrefois la protection des pêcheurs et des villageois. La taille de l'édifice rappelle l'importance stratégique de Collioure. Et pour évoquer ce passé militaire, Jean-Paul a fait appel à l'un des guides du château, Jean-Michel Pousse. Bon, alors là, Jean-Michel, on arrive sur la terrasse du Château Royal. La terrasse du château, une superbe vue sur la mer, sur la baie, sur Collioure. Enfin, c'est un endroit que j'adore. C'est magnifique. Hein? Une vue qui n'a pratiquement pas changé depuis un siècle. Nichée dans un écrin de nature et protégée par la mer et la montagne, Collioure a su préserver son patrimoine, témoin de son histoire. La tour de la Madeloc, la tour de la Guardia qui est devenue le Fort Saint-Elme et la tour de la Massane qui est plus loin. Il y avait sur la chaîne des Pyrénées que dans notre département une centaine de tours. Et l'Espagne qui est tout à fait derrière. Ouais. Et les tours de guet qui faisaient du feu, de la fumée. Et oui, lorsqu'on était envahis, chacun allumait un feu à tour de rôle et la chaîne courait de Barcelone jusqu'à Carcassonne. Ouais. Pour avertir des envahisseurs. Mais cette frontière, elle a quand même changé souvent. Ben oui, on était sans arrêt, on était attaqués, on était pris, on était assiégés, on était libérés. C'était quand tu es sur une frontière, d'un côté il y avait les Français, de l'autre il y avait les Espagnols. Et jusqu'à quelle époque? Je crois le traité des Pyrénées, non? Le traité des Pyrénées de 1659, on est rattaché à la France. De nouveau occupé par les Espagnols pendant 2 ans lors des émeutes de la Révolution française, Collioure fut définitivement reprise par le général Dugommier en 1793. D'après Jean-Paul, il ne faudrait pas non plus réduire Collioure à son image de carte postale, si belle soit-elle. C'est pourquoi notre guide veut maintenant nous faire découvrir un autre monument du patrimoine local, situé un peu à l'écart du centre-ville, dans un bâtiment qui ne paye pas de mine. Faites-lui confiance, ne passez pas à côté. Car cet immeuble, c'est le temple de l'Anchois.
petit poisson argenté qui fit la fortune du village dès le Moyen-Âge. La famille Roch est l'une des 2 dernières qui travaille encore le précieux poisson. Ici, on reproduit les mêmes gestes depuis plus de 5 siècles. Guy, bonjour. Comment va bien? Ça va? On monte? Allez, on va jusqu'à Allez. l'atelier. Guy, je te suis. Petit conseil de Jean-Paul, lorsque vous viendrez ici, demandez à voir l'atelier juste au-dessus de la boutique. Vous y découvrirez toutes les étapes de la salaison. Bonjour, ces dames. Bonjour. Alors Guy, tu as de la chaux à frire? Oui, un petit peu là. Hein. Allez, mais montre-nous la préparation. Ah, mais oui, ça c'est du bel anchois. Comment tu vas? Regarde, c'est bon. Il est magnifique, magnifique. oui. Ça me rappelle avec 14 ans que je le faisais, hein, Guy? Ah oui. Michael Roch incarne la 5e génération de cette famille d'artisans saleurs. C'est Guy, son grand-père, qui lui a appris le métier. Là, le sel, c'est très important au départ. Hein. Et pourquoi on le met dans le sel? Pour que le poisson se conserve très bien. conserve mieux. Oui, oui. Et ensuite, il est mis... Alors ensuite, il va faire son jus, son sang, il va faire sa propre saumure. Sa propre saumure. Dans le sel. Après une nuit passée dans le sel, les anchois arrivent entre les mains expertes de Marie, la grand-mère. Ah, la spécialiste de l'étêtage. Allez, Allez, Marie, montre-nous un peu tout ça. on n'a pas perdu le coup, hein. On enlève la tête, les boyaux. Et avant, quand on le faisait, Marie, tu te rappelles, on disait tout le temps « Fais wana las mans ». On On par là, mais fais wana las mans. Voilà. Ça veut dire, vous pouvez parler en travaillant, mais que les mains ne s'arrêtent pas de Voilà, travailler. il faut bouger les mains. Toujours les mains. Je peux en faire un pour essayer, oui, si je me rappelle. Hein. Jean-Paul faisait ce travail chaque été lorsqu'il était adolescent. Il veut absolument voir s'il n'a pas tout oublié. Tu vois? Oui, oui. Regarde. Tu vois encore, Marie, je pourrais venir te donner un coup de main l'été. Eh bien, écoutez, Tu me gardes les têtes hein, pour la pêche. Voilà. il y a Eh oui, parce que ça sert pour appâter le poisson, pour le faire revenir la veille. Le broumetch. Le broumetch, voilà. Les anchois vont ensuite macérer dans ces bidons pendant 3 mois. C'est là que la chair prendra tout son parfum. Après le lavage, le filetage et le séchage entre 2 papiers buvards, ils sont enfin mis en pot. Si vous voulez les déguster à la catalane, prévoyez juste un peu de pain grillé et aillé, un œuf dur et quelques poivrons marinés. Regardez-moi ça. Hein, Guy? Ça, c'est bon. Délicieux. Après tout ce voyage, elles finissent à la bonne place. Une fois rassasiés, ne partez surtout pas de Collioure sans longer le littoral vers l'Espagne. C'est là, dit-on, que la côte vermeille est la plus belle et la plus sauvage. Nous sommes dans la baie de Paulil, à une dizaine de kilomètres seulement de Collioure, une plage aux eaux limpides, bordée de pins maritimes et de chênes-lièges. Le site est protégé pour sa faune rare et ses fonds sous-marins préservés. Comme tout le monde ici, notre guide sait que la meilleure façon de découvrir cette baie est de s'y promener en kayak. D'ailleurs, Jean-Paul est l'un des rares à n'avoir jamais testé ce moyen de locomotion, pourtant très ludique. Alors pour nous prouver que cette balade est incontournable et sans danger, il a décidé de se jeter à l'eau avec Jérôme Chastan, un champion de la discipline. Salut Jérôme. Jean-Paul, bonjour. Salut Jean-Paul. Tu es mon moniteur de la journée? Ouais, très bien, très bien. Bon, ben, je vais essayer ce nouveau sport. Hein. Ouais. On va mettre le bateau à l'eau. Voilà. L'idéal, c'est qu'il soit complètement immergé. Oui. Voilà. On va avancer un tout petit peu pour pas être trop dans les vagues. D'accord. Voilà. Donc tu cales bien ton bateau avec les genoux. Ouais. Regarde. Essaye de le faire bouger un peu comme ça. Jérôme est accompagnateur de sorties nature en kayak de mer, une embarcation réputée particulièrement stable et maniable. Même si pour Jean-Paul, les débuts sont un peu hésitants. Voilà, reste bien droit dans le bateau. Voilà, tu mets des petits coups de pagaie, ça avance tout seul. Oh, c'est chouette, hein. Oh, tu files sur l'eau, hein. Ouais, c'est les bateaux qui ont de la glisse. Hein. Oh.
Je ne sais pas me retourner, mais on doit être déjà assez loin de la plage. Hein. Ouais, ouais. Très vite, les efforts de notre apprenti pagayeur finissent par payer. En moins de 20 minutes, les deux amis ont déjà parcouru plus de 3 kilomètres. Aïe. Oh là là. Là, ça me rappelle le stage militaire à l'armée en 72. On est parti, c'était un lac, ça devient un océan. Eh oui, oui. Voilà, ça y est, je maîtrise. Donc là, on va arriver au bout du Cap Béar. Oui. C'est un endroit stratégique ici. Parce que c'est l'endroit qui est le plus avancé ici, là, sur la côte Vermeille. Oui, je vois. Et Donc, le passage du cap est difficile. Hein. Voilà, dès qu'il y a du vent, le passage est difficile. Si Jean-Paul se donne autant de mal, c'est pour vous convaincre de faire comme lui, afin d'admirer le somptueux décor de la baie de Paulil. Avouez que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une telle vue sur la côte rocheuse. En fait, au plus loin, ce qu'on voit là-bas, c'est le Cap Creus. Là-bas au bout, à la pointe. À la pointe, là-bas où tu as l'île. Ouais. Juste un peu avant, tu as le Cap Cerbère, qui est la frontière entre la France et l'Espagne. On n'est pas obligé d'y aller. Hein. Non, non, non. Et en cas de fatigue passagère, comme Jean-Paul, vous pourrez compter sur l'aide de Jérôme. Alors là, c'est un régal. Là. C'est fantastique. Vous aurez même des sensations fortes. Mon Dieu, quelle vitesse. Mais n'oubliez tout de même pas qu'un kayak, ça se retourne. Heureusement que la Méditerranée est chaude en pleine saison. Et pas d'inquiétude pour Jean-Paul, en bon catalan, il n'abandonne jamais. Bien décidé à nous montrer d'autres merveilles de sa région, ce n'est pas un kayak récalcitrant qui le fera renoncer. L'autoroute qui mène en Espagne vous conduira directement vers l'intrigante forteresse de Sals, une autre étape incontournable de votre excursion. Profondément enfouie dans le sol, pour mieux se cacher de l'ennemi, protégée par de puissantes murailles de 12 mètres d'épaisseur, Sals est un spécimen rare de l'architecture militaire de la fin du Moyen-Âge. Les forts militaires sont aux Pyrénées-Orientales, ce que les beffrois sont au nord de la France, des monuments indissociables de l'histoire du pays. C'est pourquoi vous devez absolument visiter la forteresse de Sals, si possible au petit matin, lorsque la lumière y est la plus belle. Toujours désireux de nous dévoiler des petits trésors méconnus de cette Catalogne qu'il aime tant, Jean-Paul vous recommande de vous diriger ensuite vers les étangs situés en contrebas du fort. Vous pénétrerez alors dans un univers sauvage et authentique qui ne figure dans aucun guide touristique. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre hôte tenait absolument à nous emmener ici. Car au bord de l'étang, invisible au milieu des roseaux, se cache l'une des dernières barracas, la cabane traditionnelle des pêcheurs catalans. Pour y arriver, aucun panneau d'indication. Faites comme notre guide, dirigez-vous simplement vers le plan d'eau, puis demandez la cabane de Jojo. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour Jean-Paul, Comment vas-tu? ça va? Merci de D'accord. nous accueillir dans ce lieu paradisiaque. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi aussi. On va voir la baraque de mon père. Allez, je te suis. Jojo, bonjour. Bonjour. Comment va? C'est doucement. Alors nous c'est- sommes devant la fameuse cabane à roseaux. Hein. Tout à fait. C'est mon arrière-grand-père qui pêchait sur les bords de l'étang Ouais. et qui, quand il venait faire les anguilles, avait besoin d'un relais pour mettre les filets, etc., pour servir d'appoint. Donc ils ont bâti une baraque en roseau. Un habitat maintes fois menacé de destruction, que les Cabrols père et fils entretiennent et protègent avec passion. Pour la rénover, ils récoltent eux-mêmes les sanis, ces roseaux sauvages qui constituent la matière première de la cabane.
Ah, c'est quand même du travail. Hein. C'est un plaisir. Il faut le prendre comme un plaisir parce qu'après, quand on voit le résultat, la baraque qui est recouverte, On est fiers. on est fiers. Donc voilà, un fagot de plus Allez, on ramène ça au pour couvrir la baraque. On va attacher le roseau là, Oui, hein, au bout. voilà. Donc on va commencer à couvrir la baraque. Je vais te montrer un peu Bon, d'accord. la technique pour recouvrir l'ensemble. Les roseaux sont ensuite fixés sur une armature de canne de Provence qui sert de support. Je vais te montrer le principe. Ouais. On commence. Donc je soulève Monte-le les un peu. cagnes et je glisse dessous les roseaux. Monte-le un peu. Hein. C'est pour ça qu'il faut des fagots qui ne soient pas trop épais. D'accord. Donc, Et je les l'opération de je les mets l'aiguille là, se reproduit au fur et à Et mesure. au fur et à mesure, on les étale comme ça. Papa, tu passes l'aiguille? Hein, je la passe. Allez. Là, attention, hein. Oui. Vas-y. Voilà. Donc mon père me passe l'aiguille de l'intérieur, sur laquelle il a fixé un fil de fer. D'accord? Donc moi j'enlève l'aiguille et je lui repasse par-dessus. Et voilà. Il coud à l'intérieur et on répète l'opération tous les 40 cm. Alors là, tu ne mets qu'une seule couche. Ah oui, oui, on met qu'une seule couche qu'on rajoute tous les 3 ans sur l'ancienne couche. Et c'est vraiment imperméable. Ah, c'est imperméable, ça, il n'y a pas plus Le imperméable vent, que tout, ça résiste à tout. Hein. Et c'est le même système depuis, Toujours, c'est de ancestral, génération ça en se génération. transmet de génération. Moi, je suis arrivé à l'étang, je devais avoir 1 an et demi et j'ai toujours vu ça. C'est fantastique. Si vous le lui demandez gentiment, Jojo vous laissera peut-être entrer dans sa cabane. À l'intérieur, on croirait presque que le temps s'est arrêté dans les années 50. On y trouve même un lamparo, une vieille lampe à huile qui permet de pêcher l'anguille la nuit. L'origine de ces barracas remonterait au Moyen-Âge. On en trouve sur toute la côte jusqu'en Espagne, mais très peu d'entre elles sont encore habitées. Et beaucoup tombent en ruine. Celle des Cabrolles est donc une exception que vous ne devez pas rater. Mais les trésors des Pyrénées-Orientales ne se cantonnent pas à son littoral. Bien à l'abri des montagnes, c'est une autre Catalogne, verdoyante et majestueuse, qui vous attend. La prochaine étape de ce voyage nous conduit ainsi dans la vallée du Conflent, dominée par un nid d'aigle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Perché sur un rocher qui domine le beau village de Villefranche de Conflent, le fort Libéria est la plus petite des sentinelles de pierre et de marbre construites par Vauban. La plus petite, mais surtout la plus impressionnante, tout en dénivelé, avec une vue imprenable sur le Canigou. Si vous ne devez en visiter qu'une seule, aucune hésitation, c'est celle-ci qu'il faut voir. Personnage réputé pour sa gouaille et son amour du pays, c'est Joël qui sera notre guide dans le Conflent. Toujours partant pour faire découvrir sa vallée, ce grand bavard devant l'Éternel ne rate jamais une occasion d'en vanter les mérites aux visiteurs. Et souvent, les touristes s'imaginent que c'est difficile de vivre dans un village encaissé au milieu de ces montagnes. Moi, par contre, c'est l'inverse. J'ai du mal à imaginer vivre ailleurs. C'est vraiment mon village. Mes grands-parents étaient hôteliers ici. Les autres grands-parents, eux, étaient des réfugiés républicains. Je suis un pur produit catalan. Et finalement, ces touristes-là, ils finissent par tomber amoureux de ce village aussi. Mais pas plus que nous. Parce que nous, vraiment, on en changerait pour rien au monde. Pompier volontaire, Joël tient un bar dans le centre de Villefranche où se croisent touristes de passage et figures locales de la Catalogne. Voilà, merci. Et le ticket vous donne droit à une réduction pour faire la visite du château, si vous revenez un jour. En famille ou quoi. C'est la famille de Joël qui s'occupe de faire visiter le fort Libéria. Alors montez-y à pied ou en voiture. Il se fera un plaisir de vous y accueillir. Ce matin-là, notre hôte y emmène justement Fred Torres, un ami pâtissier. Fidèle à sa réputation de guide intarissable,
Joël ne peut s'empêcher de mettre en avant les spécificités de cette mini-forteresse que Vauban voulut écologique avant l'heure, puisqu'il imposa de la bâtir uniquement avec les matériaux de la vallée. Tu vois le caillou là? Ouais. Le caillou, c'est la brique pour les Catalans, comme il existe la brique à Toulouse. C'est un matériau tendre qui permettait justement d'absorber les projectiles, les tirs ennemis ou les ricochets, et donc de ne pas blesser un soldat. Exactement comme la rambarde. La rambarde en fer forgé du Canigou. Cette rambarde qui, regarde, 350 ans après, n'a même pas un pic de rouille, avec un fer inoxydable. Et en cas de recul avec le mousquet, ça a évité aussi un soldat de tomber du chemin de ronde. Ouais, il est beau le marbre, là. En fait, ici, tu as le fleur de pêcher, le rose de Villefranche, dont on a presque une appellation, le rouge sanguin griotte de Flassa. Et c'est vrai que le fleur de pêcher, moi, ça me rappelle un peu une terrine de foie gras. Ouais, persillé un petit peu. Toi qui es dans la gastronomie. En haut du fort, la vue est à couper le souffle, avec l'Espagne tout au fond de la vallée. Il y a déjà eu des attaques sur ce fort? Finalement, pas tant que ça, mais suite à la Révolution française, les désaccords stratégiques des chefs révolutionnaires, le flou artistique qui devait régner en France, d'un coup de bluff, les Espagnols se sont positionnés sur la montagne là-bas des Embouillas. Donc les boulets, ils ont demandé qu'à descendre comme ça. Et donc il y a eu un bombardement en bonne et due forme, il y a eu quelques dégâts. Et c'est presque d'un coup de bluff que les Français ont repris la place. Alors tu vois, pour l'anecdote, heureusement qu'à l'époque le clocheton là n'existait pas. Mais en termes d'artillerie, c'est quand même pas mal pour essayer de caler son tir, tu vois. Une petite visée, ouais. Voilà, là, ouais. Il est mignon, hein, cela dit. Avec vue sur le Canigou, toujours. Les innombrables promenades autour du fort vous séduiront tout autant que la visite elle-même. Le décor au pied des contreforts est superbe. Et si vous êtes gourmand, vous pourrez vous amuser comme Fred à cueillir des herbes sauvages pour confectionner de bons petits plats. Tiens, regarde. Le thym. Il est odorant, hein? Oui, ici. Ça pour faire une petite ganache chocolat. Avec une petite pâte de fruits abricots. Tu sais, comme en plein mois d'été, quand c'est bien la saison. La petite brindille. Ouais, et la petite brindille un petit peu séchée dessus pour décorer, tu vois, ça doit faire un truc sympa, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Avec ces quelques herbes, Fred a promis de préparer des chocolats et des macarons au parfum 100% catalan. Mais il faudra attendre encore un peu pour les déguster, car dans l'immédiat, Joël veut nous montrer une autre spécialité catalane. Nous le suivons donc à Prades, à quelques kilomètres de Villefranche de Conflans. Parmi les nombreuses traditions catalanes, il y en a une qui nous est précieuse, c'est la fabrication de bijoux avec le grenat catalan. Et il y a quelques-uns de ces artisans qui perpétuent ce savoir-faire. Ils sont perchés. Dio, bonjour. Salut Joël. Je viens te voir à l'œuvre. Jean-Michel Calvet est artisan joaillier. Mais attention, un joaillier catalan et fier de l'être lui aussi. Exceptionnellement, grâce à Joël, vous allez pouvoir jeter un œil dans son arrière-boutique où il réalise et rénove les fameux grenats catalans. Voilà, tu as un exemple là de bijoux donc ancien, hein, celui-là donc c'est une croix catalane, une croix badine. Voilà, tous forcément souvenir d'avoir vu nos grands-mères dans nos villages, notamment le dimanche à la sortie de la messe, porter, moi je les appelais les castafures catalanes, porter toujours la traditionnelle croix, plus ou moins de ce format. Et on pouvait rajouter. Ça c'est pour les très grandes occasions. Alors. Voilà, le nœud de badine qui venait au-dessus. Ça le faisait encore plus long. Et qui était relié donc à la croix avec des petites chaînes. Avec un joli décolleté. On apportait, oui, voilà. Donc oui, il y en a qui disent aussi que la croix qui est articulée, donc c'était pour faire face donc au décolleté, qui était plus ou moins important. Voilà. Jean-Michel utilise toujours la même technique ancestrale pour réaliser ses bijoux. Chez lui, vous ne trouverez pas la moindre machine. Les pierres sont taillées à la main avant d'être serties d'une bande d'or réalisée sur mesure. Toujours à la main, bien sûr. Une méthode que notre bijoutier défend bec et ongle. Une fois par an, Jean-Michel organise ainsi une sorte de pèlerinage un peu spécial avec quelques amis joailliers. Leur objectif, prouver que le vrai grenat catalan peut se fabriquer n'importe où. Cette année, ils ont choisi de le démontrer au sommet du mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans.
crois qu'ils seront arrivés, les bijoutiers? Ah, moi, j'en suis sûr. Ouais, C'est vraiment une sacrée idée, leur truc. Hein. c'est clair. Ils ont choisi le jour en plus. Hein. Dame Tramontane s'est installée. Ouais, un peu de soleil de temps en temps, mais c'est un peu couvert. Hein. Je sais pas si on aura vraiment beau temps au pic. Cette fois, Joël et son ami pâtissier Fred feront partie de cette curieuse expédition de la très respectée confrérie du Grenat catalan. Salut. Nos deux compères ont glissé une petite surprise culinaire dans leur sac avant de partir. Mais pour la mériter, le groupe doit grimper jusqu'au sommet, à 2784 mètres d'altitude. Ah, et si tu parles sans arrêt, tu peux pas respirer non plus. Et c'est Joël qui le dit. Une randonnée de 3 à 4 heures de marche, réputée parmi les plus belles du pays, qui présente l'énorme avantage d'être accessible à tous. Une seule condition, partez tôt le matin, après avoir consulté la météo. Ah ben c'est pas ça du grenat? Voyons. Là, effectivement, ça a la couleur, c'est rouge. Mais là, j'ai du mal à trouver Là, peut-être, non? des tout petits micro-cristaux. micro-cristaux. Mais vous pouvez faire quelque chose avec ça? Non, on ça peut pas n'a l'exploiter. pas de valeur, non, au niveau de la bijouterie, non, mais au niveau des collectionneurs, bon, ça peut être intéressant. Mais donc, sur le massif où on est, on peut en trouver. Là, c'était le coup de bol de les trouver, mais sur le Barbet, en redescendant, pour ajouter un œil, on en trouvera sûrement, oui. Voilà, bien vu. Bien Mais vu. nous, en tout cas, on n'arrête pas de venir au Canigou, mais jamais on avait cette approche géologique. Voilà. Le massif du Canigou cache dans son sous-sol les gisements de fer et de silice qui constituent le Grenat. Soyez donc attentifs. Avec un peu de chance, vous trouverez peut-être vous aussi des pierres fines pendant votre balade. Il aura fallu que j'attende 44 ans pour avoir une approche, à dire joaillère du Canigou. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas les mythes et les légendes, les contes et autres histoires qui manquaient au niveau du Canigou. Mais là, maintenant, tu me fais avoir une approche semi-précieuse. L'hiver, le pic du Canigou est évidemment enneigé. Mais son ascension est sans danger de mai à septembre. C'est un sommet mythique pour les Catalans de France comme d'Espagne. De part et d'autre de la frontière, c'est un pèlerinage qu'il faut avoir accompli au moins une fois dans sa vie. Pom pom pom, pom pom pom, son visere bien catalane. La 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 la, pom pom pom, la 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 la, sotto la carne del sol. Ah, tu vois, ça se mérite les belles choses. À peine arrivés au sommet, les bijoutiers se mettent au travail. Ils improvisent un atelier de joaillerie au-dessus des nuages. Et donc là, on va sertir le grenat. Donc voilà, maintenant la pierre, elle est là. Voilà. Donc on l'a contournée hier, on a monté le bijou. Et je vais la placer donc dans le chaton, doucement, si elle veut bien. Donc voilà, là il est en place. Et maintenant, donc avec un outil qu'on appelle un gendarme, donc on va le sertir. Tu vois, on a même mis une cheville sur la table d'orientation. Et alors c'est pas celle de l'établi, mais elle va très bien. Et doucement, donc on va rabattre l'or petit à petit. Et là, j'ai des reflets. Tu le fais exprès de me mettre ces reflets comme ça. C'est sûr que c'est tout un art. Hein. Mais surtout, on prouve bien qu'on peut le faire n'importe où. Oui. Qu'on a gardé cette qualité de fabrication manuelle et la précision du geste et la qualité du bijou. Puis c'est très symbolique. Ouais. Bon, il ne nous reste plus Au qu'à bout faire de des chacun. étiquettes Made in Canigou. Ça serait pas mal, hein. Pour nos joailliers randonneurs, c'est le moment ou jamais de goûter aux petites surprises de Fred. Alors après l'effort, le réconfort, avec les herbes que j'ai cueillies et qu'on a cueillies ensemble avec Joël lundi. Donc ces macarons, je les ai faits avec une herbe qu'on trouve au Canigou. Donc on a ramassé avec Joël également. Petit chocolat avec la lavande qu'on a ramassé également. La Voilà. déco, elle est aux couleurs lavande. Voilà. Merci. Allez-y, En tout servez-vous. cas, ils sont beaux. Hein. Vraiment, Ils sont super bons. ah oui, il n'y a pas que la couleur, que la forme, il y a vraiment le goût là. Tous les scientifiques le savent, en altitude, les saveurs sont plus intenses, comme ces macarons au thym et à la lavande sauvage. Alors emportez vous aussi de bons produits du terroir, vous en prendrez plein les papilles et plein les yeux. Mais vous ne serez pas au bout de votre voyage pour autant, car c'est dans la magnifique vallée voisine du Val-Espire, au sud du Canigou,
que vous attend votre 3e étape en terre catalane. Bienvenue à Prats de Moyo-la-Preste, ancienne capitale médiévale du textile, aujourd'hui un peu à l'écart des principaux axes touristiques. Pourtant, comme vous allez le voir, la petite cité a conservé de sa splendeur d'hier un patrimoine étonnant et des traditions toujours intactes. C'est Didier qui sera notre ambassadeur en Val-Espire. Ce passionné de musique traditionnelle nous dévoilera les secrets de sa région, celle qu'il sillonne toute l'année avec son tible, le hautbois catalan. Car Didier adore se retirer en pleine montagne afin d'y répéter ses morceaux favoris. Son tible résonne alors dans toute la vallée. Selon lui, c'est depuis le sommet du Fort Lagarde que l'on peut apprécier toute la splendeur de la vallée du Val-Espire. Le bâtiment se trouve juste au-dessus du village de Prats de Moyo. Mais ce panorama se mérite. Il faut marcher 20 bonnes minutes et grimper plusieurs escaliers pour atteindre l'esplanade où l'attend Christelle No, la guide qui l'accompagnera pour la visite. Bon rendez-vous. C'est un rendez-vous, hein. Tu t'es déjà monté en haut de la tour? Non, jamais, je la voyais d'en bas. Oui, bien sûr, elle est marquante. Elle est marquante par son histoire aussi, c'est la tour de la Guardia. La Guardia, ça donnait la garde, donc le nom du fort au sommet duquel on se trouve. Et c'est une ancienne tour à signaux. Et ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle qu'on a commencé à construire le fort Lagarde tout autour. Ce qui veut dire que pendant près de 4 siècles, la tour était toute seule au-dessus de Prats de Moyo. Exactement, au-dessus de la ville qui avait déjà des murailles dès l'époque médiévale. D'accord. En redescendant, vous passerez devant les casernes des officiers et des soldats qui séjournèrent dans le fort jusqu'en 1920. Ce chemin vous amènera tout droit vers l'entrée d'un souterrain unique en son genre. Alors maintenant, on va redescendre vers Prats de Moyo et on va emprunter une voie originale qui est une voie de repli militaire qui permettait aux soldats qui étaient en poste dans la ville de monter rapidement vers le fort en cas d'attaque, tout en se protégeant bien sûr, tout en assurant la défense et de la ville et du fort Lagarde bien sûr. On y va? Oula, c'est noir, hein. C'est le principe d'un souterrain qui est creusé dans la roche et qui comporte 142 marches avant d'arriver donc à l'autre partie qu'on appelle le chemin couvert. Comme Christelle et Didier, n'hésitez surtout pas à vous engager dans ce long tunnel. Des meurtrières ont été aménagées dans la voûte pour laisser passer un peu de lumière. Ça m'impressionne toujours, ça. T'aurais pas pu être soldat au 19e siècle? Non, je pense pas, non. En temps de guerre, franchir le chemin couvert pour aller à l'attaque? Ce souterrain débouche à l'intérieur d'une première ceinture de remparts. Allez, on arrive à l'église, Sainte-Juste-et-Rufine. Mais il faut encore franchir une lourde porte avant de pénétrer dans le village. Alors là, tu vois, tu as le corps de garde de la porte. Et en face, regarde, c'est intéressant, il y a des traces des soldats du 19e siècle avec des graffitis. Les soldats étaient ici. Ils étaient en poste ici. Comme le temps devait être très long dans l'attente de l'ennemi, ils gravaient leur nom, le nom de leur régiment, la date, etc. Leur fiancé peut-être aussi. Peut-être. L'église Sainte-Juste-et-Rufine se trouve à quelques dizaines de mètres seulement de la sortie du souterrain. Un édifice qui vous surprendra par sa démesure, au milieu d'un si petit village et dont la façade serait à l'origine de nombreuses légendes dans la vallée. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de découvrir l'église Sainte-Juste-et-Rufine? Je connais l'église, mais pas parfaitement. Pas dans les détails. Alors Non. on découvre en fait un édifice du XVIIe siècle, Oui. bâti sur des bases médiévales. À l'origine, une chapelle, vers la fin du Xe, et reconstruite au XIIIe siècle lorsque la ville a pris une dimension plus importante. Et ça, c'est quoi? Ça t'intrigue, ça? Ah ouais. Ça, c'est un élément mystérieux un petit peu par rapport à l'édifice. Alors, il y a beaucoup d'histoires à son sujet. On n'a pas vraiment de réponse, je te le dis de suite. On raconte que c'est une côte de mammouth qu'on a découverte sur le parvis de l'église lorsqu'on a reconstruit l'église au XVIIe siècle.
Alors la version qu'on raconte le plus souvent, c'est celle d'un marin qui est originaire de Prats et qui est sauvé des eaux par un baleinier et qui en ex-voto récupère une côte de baleine et l'installe ici. La plus crédible, c'est quand même que ce soit un pêcheur ou un marin, non, qui a ramené ça. Alors ça reste mystérieux, mais on est sûr en tout cas que c'est du 19e siècle et que c'est une côte de baleine ou de cachalot. C'est assez. C'est assez. À l'intérieur de l'église, vous découvrirez un mobilier baroque exceptionnel qui témoigne aujourd'hui encore de la richesse passée des artisans drapiers de Prats de Moyau. Waouh, c'est surprenant, hein? Alors c'est surprenant à double titre. D'abord par les dimensions imposantes de l'édifice, qui sont dues bien sûr à la prospérité économique et démographique de la ville. Puis c'est surprenant par l'importance du mobilier baroque. Il y a 11 retables dans cet édifice. C'est une des églises les plus intéressantes et qui témoigne en plus de l'importance du baroque en Pyrénées-Orientales. Donc là, il y a un maître-autel qui est consacré à Sainte Juste et Rufine, qui sont donc les saintes patronnes de la ville. Donc il y a différents saints bien sûr qui leur sont associés et on raconte une partie de leur histoire, notamment le miracle du vin qui leur a été attribué et qui se serait déroulé localement. Hors saison, l'église est fermée. Mais si vous le demandez à l'Office du tourisme, on viendra gentiment vous ouvrir. En quittant le monument, perdez-vous dans les ruelles en escalier du cœur du village. Leur atmosphère vous replongera dans les heures de gloire de Prats de Moyau. Alors là, c'est les petites ruelles de Prats. Exactement, c'est ce qu'on appelle les costes, donc qui sont ces grandes marches faites avec des galets de rivière et qui étaient surtout propices au passage des mulets, puisque tous les transports des matières premières et des produits finis se faisaient grâce aux muletiers, donc qui transportaient bien sûr le fer, le bois, mais aussi les draps, donc tous les produits qui faisaient la richesse de la ville de Prats de Moyau. Aujourd'hui encore, les traces de l'ancienne puissance économique de la cité sont visibles partout. Bonjour Georges. Mais contrairement à beaucoup de villages catalans très prisés des touristes, Prats de Moyau a su conserver une certaine authenticité qui vous charmera. Mais au-delà de ce décor pittoresque, Didier a très à cœur de nous montrer que le Val-Espire n'est pas qu'un musée. Il veut donc nous faire rencontrer des Catalans qui se battent quotidiennement pour perpétuer les traditions et redynamiser la région. Selon lui, c'est dans son village natal, à Saint-Laurent-de-Cerdan, que vous trouverez les meilleurs exemples de cette énergie catalane. Deux de ses amis, Cécile Villa et Céline Albert, ont réussi à y remettre au goût du jour la plus célèbre chaussure du pays. Venez avec moi, je vais vous emmener chez deux copines là, Cécile et Céline, qui ont relancé l'industrie de l'espadrille. Vous allez voir, venez. Salut. Céline, ça va? Tout va bien? Babé. Bon, on la voit cette usine, on la voit pas. Allez, on y va. Allez, bienvenue. De ce côté-ci des Pyrénées, on ne parle pas d'espadrille, mais de bigatane. Après avoir chaussé tous les Catalans pendant des siècles, elle faillit disparaître dans les années 80. On peut dire que vous avez sauvé la bigatane, c'est comme ça qu'on peut dire. Un petit peu, oui, si tu veux. Ouais, vous en fabriquez combien? On fait 15 000 paires par an. Et elle se fabrique comment, ces bigatanes? Eh bien, écoute, regarde, là, on a les différentes parties qui composent la bigatane. Donc là, il y a ce qu'on appelle la première, les empeignes. L'empeigne ou la tige? Nous, ici, on dit empeigne, mais on peut dire aussi tige. Voilà, c'est le même mot. Et puis derrière, la talonnette. Et donc, pour faire le montage de la bigatane, on a besoin de la forme en bois, qui correspond à la pointure. Et dans la première étape, c'est d'agrafer la première avec la forme en bois. D'accord. Tu veux essayer? Allez, c'est parti. On y va. Cécile et Céline sont très fières de leur succès. Alors demandez-leur de voir l'atelier, elles seront heureuses de vous en faire la visite. Tiens, Didier, là, il faut mettre en fait 2 agrafes pour tenir la première avec la forme en bois. Vas-y, je te laisse faire. Je devrais m'en sortir, C'est pas mal. Parfait. Ici, les espadrilles sont fabriquées entièrement à la main, une par une, selon une méthode qui remonte au 19e siècle. Tu vois ça, c'est la spécificité de notre fabrication, c'est la couture petit point. Mais il n'y a que nous qui faisons ça, les Catalans, les Basques, ils cousent pas comme ça. Non, les Basques, ils ont une toute autre façon de coudre les espadrilles. En fait, nous, voilà, on a cette double couture. Donc la première aiguille coud latéralement la tresse de corde. Et la deuxième aiguille, elle coud à l'intérieur, donc ce fil blanc qu'on voit passer. C'est plus solide, c'est plus... Bien sûr, oui, oui, cette double couture, ça assure plus de solidité à notre chaussure. Et en fait, c'est surtout vraiment, voilà, typique de la fabrication catalane.
Eh bien écoute, la dernière partie, en fait, on va enlever les agrafes pour enlever la bigatane de la forme en bois. Donc on te laisse le faire? Allez, c'est parti. On enlève d'abord le bas. Voilà. Là, t'es doué quand même. Hein. Je m'applique. Hein. Voilà, donc là, après, tu vois, ça nous permet d'enlever la forme en bois. On démoule. Voilà, et du coup, on va le faire passer à Lucie et elle va nous faire voir comment on met le lacet. Ah, la bête qu'on a fait. Voilà, pouce à bête, voilà. Pouce à bête. D'accord. Donc à l'aide d'un poussoir et d'une grosse aiguille. Le poussoir, quoi, en catalan, ou le plané. Le plané. Voilà, alors en fait, il faut 5 mètres de ruban pour faire une paire de bigatanes. D'accord. Et ça, c'était la chaussure de nos ancêtres, quoi. Tout à fait. La chaussure de tous les jours, on va dire. Hein. Oui, mais les hommes portaient du noir et les femmes du rouge. D'accord. Tu vois, ça a bien changé quand C'était même. des modèles uniques, quoi. C'est Voilà, toujours la même chose. voilà. Quoi. Et nous, on a essayé justement de diversifier en fait tout ça et d'apporter des touches de couleurs différentes, des modèles avec des talons compensés. On fait tout un tas d'espadrilles qui peuvent se porter par tout le monde, qu'ils soient catalans ou pas catalans, en fait. Donc à Paris, ils portent la bigatana. Exactement. C'est énorme. Autrefois chaussons de danse traditionnels, Allez, Adi ou Didier? Adi où? les bigatanes sont devenues des accessoires de mode. Aujourd'hui, même les hommes portent ces fameuses espadrilles catalanes, à commencer bien sûr par Didier. Avant de quitter les Pyrénées-Orientales, Didier vous recommande de goûter au péché mignon de tous les Catalans, une gourmandise connue dans le monde entier, les rousquilles. Chez les Tourons, la recette se transmet de génération en génération depuis plus d'un siècle. Si vous avez le courage de vous lever à 4 h du matin comme Didier, vous aurez la chance de pouvoir assister à leur préparation. Bonjour. Salut Didier. Oula. Je suis au bon endroit, au bon moment, je crois, non? Tu es au bon moment et tu arrives dans le Saint des Saints. Oh là là là. Voilà. Une fois de plus, Didier ne peut s'empêcher de mettre la main à la pâte. Donc ça, ce sont des emporte-pièces historiques qui ont la forme ronde pour marquer effectivement la rousquille avec le trou. Tu plantes l'emporte-pièce dans la pâte, tu secoues effectivement l'emporte-pièce et là tu as hop, une rousquille qui tombe. Il faut bien fariner le moule, sinon la rousquille reste accrochée. Vas-y. Et là, voilà. Et là tu la positionnes ici. Voilà. Pas trop étalée. Sinon après à la cuisson, ça va faire des petites galettes. Donc là tu vois, on les resserre un petit peu. Et voilà. L'important, c'est bien sûr, c'est la forme et l'emporte-pièce. Mais je pense que ce qui doit être primordial, c'est la fabrication de la pâte. C'est bien sûr la texture de la pâte. Contrairement aux rousquilles industrielles, la recette des Tourons est particulièrement fondante grâce à un ingrédient que toute la famille garde évidemment secret. À l'origine, les rousquilles, qui étaient un gâteau sec médiéval, étaient souvent parfumées à l'anis. Et dont le principe, c'était qu'elles étaient placées sur des pics, d'où le trou effectivement au milieu, qui permettait comme ça de les vendre sur les marchés ou carrément de monter avec une perche jusqu'aux fenêtres des étages des maisons. Quand on sortira d'ici, on aura tous les secrets de fabrication, de la pâte, de tout. Absolument pas. D'accord. Après 5 minutes au four, les rousquilles ressortent gonflées et dorées. C'est cette pâte, aérée et moelleuse, qui fait toute la différence. L'étape suivante est elle aussi réalisée selon une technique tout à fait artisanale. Oula, c'est l'atelier peinture, là, hein? Voilà, c'est le glaçage. C'est à base de quoi? Ça, c'est une meringue parfumée au citron. Une meringue parfumée au citron. D'accord. Ce glaçage-là, vous le préparez aussi bien à l'avance? Non, 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 au dernier moment. Au dernier moment? Au dernier moment, parce qu'il ne faut pas qu'il refroidisse, il faut qu'il soit chaud. Ah, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. J'ai bien regardé déjà, je peux essayer? Oui, il faut tremper donc les mains, les pommes, hein, tout, pas que les doigts, hein, toute la pomme. Hein. Franco, plus. Et on glace plutôt avec la pomme qu'avec les doigts pour éviter de faire des traces. Celle-là, elle frise à la perfection aussi. On peut pas dire ça comme ça. Si, elle est bien. Le glaçage est l'étape la plus délicate de la fabrication. Réalisée quelques minutes plus tôt sous haute surveillance, la meringue est encore chaude.
Sa composition? Un savant mélange de jus de citron et de sucre chauffé à 112 degrés et demi très précisément. Pas plus, pas moins. En fait, le secret des rosquilles, il est là, dans la loupe. C'est le grand-père qui veille au grain depuis 50 ans. Quand le mélange atteint la bonne température, on l'incorpore à des blancs d'œufs montés en neige. Ensuite, chaque minute compte avant qu'il commence à durcir. Allez, c'est bon, c'est parti. Voilà, tu vois une partie du travail que tu as réalisé ce matin. C'est pas moi qui fais celle-là. Hein. En général, toutes ces rousquilles sont vendues avant midi. Alors, si vous voulez les goûter, surtout, ne tardez pas. Ces délicieux petits gâteaux catalans terminent donc notre voyage dans les Pyrénées-Orientales. Depuis la côte rocheuse jusqu'aux vallées les plus reculées, vous y admirerez autant de monuments et de décors inoubliables qu'il faut vraiment avoir vu dans votre vie.